Bonsoir, bienvenue dans Antoine et ses copains aiment le rock, de retour pour cette année 2020. Je suis ravi de vous retrouver. J'en profiterai pour ne pas vous souhaiter une bonne année 2020, parce que je suis snob. Je reçois ce soir Benjamin Durand, bonsoir. Bienvenue, de retour à la maison pour un podcast sauvage. Ça fait plaisir, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans cette situation. Je veux dire, parce que vous pouvez aussi nous retrouver sur Radio Perfecto Rock le jeudi. Mais là, on est à la maison, donc podcast sauvage. Merci d'être venu. Back to basics. Voilà. Salut Antoine. Salut. On est le 11 janvier 2020. Hier, nous avons célébré l'anniversaire du décès de David Bowie. On a commémoré. Commémoré, on va dire ça. Célébrer, c'est vrai que c'est... Mais on peut le célébrer tellement qu'il planera sur le restant de nos vies, le restant de nos jours, même s'ils sont à compter. Aujourd'hui, on a envie de s'attaquer à Heroes, deuxième album de la fameuse, entre guillemets, je fais le signe avec mes mains, trilogie berlinoise. Un album donc que je me suis reprocuré récemment et donc que j'ai réécouté et dont j'avais envie de creuser un peu avec toi, qui est un grand spécialiste et grand fanatique de David Bowie. Par où commencer? C'est donc donc c'est le deuxième de la trilogie après Low, dont on a déjà un petit peu parlé. Bon, première question, Benjamin, c'est quelles sont les intentions de Bowie en fait après avoir publié Low très peu de temps avant, en fait, quand il rentre en studio? Elles sont complètement différentes pour plusieurs raisons. La première, c'est que Low a vraiment été un album fait un petit peu comme on lance une bouteille à la mer, en fait. Alors certes, il avait préparé son processus, sa façon de faire, en se servant de l'album d'Iggy Pop, The Idiot, comme d'un espèce de brouillon pour faire Low, et ensuite en voyant que ce qu'il voulait faire en termes d'expérimentation, d'application de ce qu'il avait appris en écoutant le krautrock allemand avec Iggy Pop, il avait pu ensuite le faire en rajoutant l'influence de Brian Eno avec Low. Mais déjà, par exemple, pour Low, il n'a fait aucune promotion en interview. D'accord. À la presse. Il a fait le forcing auprès de RCA, son label, ouais. Pour que le label le sorte, parce que RCA ne voulait pas ne voulait pas mettre en vente l'album. Il préférait... Ils lui ont dit non. Genre en gros, quand on sort pas cette merde. Ouais, on te file une maison à Los Angeles et tu nous fais Young Americans partout, quoi. Ouais, mais d'accord. C'est-à-dire que quand il dit voilà, c'est ça mon album RC en proposant Low, ouais. Ils disent en tout cas nous, mais ils acceptent quand même de le sortir quelque part. Bowie ne leur laisse pas le choix. Donc il a quand même déjà à ce moment-là le pouvoir de ne pas laisser le choix à RCA de sortir le truc en l'état. Alors eux, ils font une promotion un petit peu minimaliste, mais l'album marche bien en Angleterre. Sound and Vision est un assez bon tube. Il fait, je crois, 3e des ventes en single. D'accord. Et l'album, finalement, se comporte relativement bien. Il est assez apprécié par la critique anglaise. Bon, aux États-Unis, par contre, ça passe assez inaperçu. Mais en Angleterre, au moins, ça marche. Et en fait, c'est comme si Bowie, dans la démarche avec Low, c'était l'album dans lequel il se jette à l'eau. Le warm-up, quoi. Au niveau de l'expérimentation. Ouais. Et quelque part, Heroes, pour moi, sonne un petit peu comme l'album où il a fait le grand saut, il est dans l'inconnu, mais là, au moins, il a déjà fait le parcours de l'expérimentation avec Low. Donc là, maintenant qu'il connaît un peu le processus, avec Heroes, il va faire un album beaucoup plus dans le contrôle, avec en essayant d'être plus un espèce de magicien de l'expérimentation, plutôt que d'être dans Low, où il est plus un espèce d'animal hyper sensible, qui va uniquement réagir par rapport à ça. Avec Heroes, il a déjà fait le truc. Avec Eno, ils ont déjà commencé sur Low. Avec Eno, il a déjà cette expérience-là. Donc, il va pouvoir revenir travailler avec Eno sur Heroes. En ayant cette expérience-là. Et en sachant plus ce qu'il va se passer. Et en plus, on va dire
créant des accidents plutôt que de récupérer ce qui a été fabriqué accidentellement. D'accord. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, Si, mais enfin... la différence entre les deux se situe à peu près là, je pense. Ouais. Alors, je rappelle, non, je dis quand même pour les gens que toi, ton album préféré quasiment dans le top 10 de tous les albums mondiaux de tous les temps, c'est Low. Oui. Donc ça veut pas dire, ce que tu dis ne dit pas, quelque part qu'Heroes est plus abouti que Low. Hein, je précise pour nos auditeurs. Et du coup, en fait, je veux revenir sur cette année 77, juste 2 secondes pour dire que c'est une année hyper prolifique pour Bowie, parce qu'en parallèle donc de Low et Heroes, il produit aussi les 2 albums d'Iggy Pop qui sont... Et coécrit. Et coécrit et participe. Et la tournée, elle est même cette année-là aussi, non? Bien sûr. Iggy Pop. Qui sont Lost for Life en 2. The Idiot d'abord. The Idiot d'abord, voilà. The Idiot qui avait donc été écrit et enregistré avant Low, Ouais. mais qui a été sorti après. Ouais. Et donc Lost for Life, Ouais, effectivement. donc c'est une année où finalement il écrit et produit quasiment 4 albums, quoi. Exactement. Donc les 2 à lui et puis les 2 d'Iggy Pop. Voilà. Donc ça c'est juste pour dire dans quelle recherche il est, dans quelle urgence peut-être il se trouve. Et, David habite avec Iggy d'ailleurs à Berlin. Alors, il est, comme on le sait, revenu de son exil américain, fin 76. Ils avaient donc, et effectivement, il a ramené quelque part Iggy Pop dans ses bagages. Lui a sauvé la vie. À ce moment-là, il avait ramené Iggy Pop au château d'Hérouville dans un premier temps, Bien sûr. dans le Val d'Oise, pour enregistrer The Idiot. Puis ensuite, il est revenu au château d'Hérouville pour enregistrer Low. Ensuite, Bowie s'est occupé de sa famille, de son fils, et il était, il était encore marié avec Angie à l'époque, même si ça battait plus que de l'aile à ce moment-là. Et en fait, il les a relocalisés en Suisse. D'accord. Mais lui, après s'être occupé de ça, il a décidé de partir à Berlin. Et effectivement, Iggy est venu avec lui. Ils ont donc fait Lost for Life à Berlin, au studio Hansa. D'accord. Et donc, il a fait vraiment Heroes à 100% à Berlin. Quand on parle de fameuse trilogie berlinoise, c'est ce que j'allais te demander. En fait, le seul qui est vraiment enregistré à 100% à Berlin, c'est vraiment Heroes. Oui, c'est ça, parce que tout le monde parle de trilogie berlinoise. Déjà, il y a 2 trucs qui me chagrinent. C'est qu'en fait, comme tu dis, la plupart de ces enregistrements ne sont pas enregistrés à Berlin, à part ça, donc... Et en plus, deuxième chose, Lodger est un peu à part dans cette trilogie, à part le seul nuance finalement, c'est la présence de Eno dans les 3. Bien sûr. Parce que vraiment, pour les avoir écoutés les 3, autant il y a vraiment une connexion évidente entre Low et Heroes, autant Lodger, après déjà, il n'y a pas d'instrumentaux sur Lodger, oui. Donc c'est une des grosses différences majeures. Du coup, donc c'est le 12e album qui sortira à l'automne 77, et on retrouve à la production Brian Eno, mais c'est Tony Visconti qui produit. Et Brian... Alors, Brian Eno ne produit pas, il est musicien. Il n'est pas crédité sur la pochette. Non, l'album est produit par David Bowie et Tony Visconti. D'accord. Donc Brian Eno, qu'est-ce qu'il fait là-dedans à part jouer des synthés, ce qui est déjà énorme. Je veux dire, il a pas un rôle dans l'écriture ou. Bien sûr, oui, il coécrit à peu près la moitié des titres ou un tiers à peu près, non Si, Heroes quand même. Heroes et puis. Il coécrit Heroes, deux instrumentaux et puis Secret Life of Arabia. Okay. D'accord. Donc non, et puis surtout Eno est un petit peu une espèce de directeur musical, on va dire, en studio. C'est un arrangeur. Et parce qu'en plus, un arrangeur, ce serait pas exactement le terme. C'est lui qui va un petit peu créer l'ambiance. C'est lui qui va stimuler la création musicale en studio, notamment avec ce qu'il appelle ses stratégies obliques. Ouais. En 74, alors qu'il bossait sur ses albums solo, il a créé avec un musicien allemand d'ailleurs du groupe Cluster qu'il commençait à fréquenter à ce moment-là. Il a créé un jeu de cartes qu'il a appelé les stratégies obliques, qui est en fait un espèce de jeu de cartes qu'il distribue aux musiciens en studio et qui donne un ordre aux musiciens sur la façon dont il va jouer. Oui. C'est-à-dire,
Je me souviens par exemple d'une anecdote, là je les ai pas toutes sous les yeux. Parce que là on n'a rien préparé, je vous le dis, c'est podcast sauvage. Hein, mais par exemple, je me souviens quand 20 ans plus tard, il va travailler sur Outside encore avec Bowie, un des musiciens avait reçu comme ordre pour un morceau, joue comme si tu étais un paysan arabe qui doit séduire la fille d'un grand sultan. D'accord. Ouais, je vois très bien le genre de jeu que c'est. Il y a pas mal d'histoires comme ça dans l'histoire de la musique. Ça me fait penser à un album de Funkadelic où on avait demandé au guitariste joue comme si ta mère était morte là. Voilà. Donc c'est ce genre de mise à l'épreuve de musiciens. Mais par exemple, l'ajout par rapport à l'eau, au niveau des musiciens, c'est Robert Fripp qui va venir... Mais qui vient grâce à Eno. Voilà, c'est ça. Alors que c'est Eno, en fait, tu dis qu'il est directeur musical, donc c'est lui qui amène Fripp, et Fripp est sous sa coupe, en fait, finalement. Bah, la coupe de Bowie et Eno, enfin comment ça se passe parce que non, en fait le truc c'est que c'est un Manzanera, Here Comes the Wamjet, le premier album solo de Brian Eno. Alors, Brian Eno, pour resituer, c'était le musicien de Roxy Music avec Brian Ferry, hein, donc et Brian Eno quitte Roxy Music au bout de quelques albums, deux albums pour faire sa carrière solo, et donc se retrouve là. C'est juste pour resituer. Bien sûr. Voilà. Et donc, Here Come the Wamjet, donc son premier album solo qui sort en 73. D'accord. La même année que l'année où il quitte Roxy Music. Il avait déjà convoqué donc Robert Fripp de King Crimson pour faire de la guitare. Pas de la guitare au sens 70 voilà, du terme. C'est de la guitare complètement retrafiquée derrière, parce qu'en fait c'était un des rôles qu'avait déjà Brian Eno au sein de Roxy Music, c'était de trafiquer les sons, de les triturer, de les saturer, etc. Les sons de Phil Manzanera. Ouais, c'est ça. Et donc il a choisi effectivement Robert Fripp, qui a vraiment un jeu beaucoup plus mathématique, beaucoup plus c'est ce que je te disais, dissonant, etc. Et pour encore plus forcer le trait, et ils se sont beaucoup amusés ensemble sur cet album d'Eno. Et quand Eno a commencé à faire de la musique uniquement instrumentale, il a beaucoup travaillé avec Robert Fripp. D'accord. Et quelque part, les premiers prémices du jeu que Robert Fripp rend sur Heroes sont déjà à l'écoute sur peut-être le chef-d'œuvre solo de Brian Eno, sorti en 75, qui s'appelle Another Green World, voilà. Qui est un album un petit peu comme ceux avec Bowie, qui est un album instrumental, mi-chanté, et sur lesquels il y a des performances magnifiques de guitare de Robert Fripp trituré. C'est la réflexion que je me faisais en réécoutant l'album Heroes, c'est que jamais, à un moment, tu as un accord plein, quoi. En fait, c'est vraiment... la guitare est quasiment utilisée comme un clavier, on peut dire, enfin, fait de notes, etc. Enfin, il n'y a pas d'accord, on n'est pas là, on va faire un gros La qui sonne, accord ouvert là, enfin c'est vraiment l'utilisation de la guitare qui est un peu nouvelle et peut-être influencée par oui, mais par c'est aussi un perturbateur, la guitare aussi, au niveau de la lead, tu vois, en tout cas. Ah non, bien sûr, mais justement c'est très lead et c'est pas jamais dans l'album tu vas avoir une grille d'accords classique où tu vas pouvoir repérer peut-être un peu les grilles de Carlos Salomar sur Secret Life of Arabia, le riff un peu funky. Il faut attendre un bon bout de disque pour en entendre en tout cas. Alors du coup, tu as expliqué très bien que donc quand il arrive à Heroes, il a déjà trituré pas mal sur l'eau. Mais est-ce que sa volonté, c'est quand même de chercher encore, hein. Il a pas de morceaux, de chansons écrites avant. Ils arrivent, enfin, je veux dire, rien n'est écrit et tout est enregistré instrumentalement. C'est presque exactement. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, c'est hyper le important. processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre, c'est pas comme la plupart des gens qui se disent je vais m'enfermer, je vais aller écrire des chansons et puis je vais aller les enregistrer. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cet état d'esprit de recherche permanente et de voir ce qu'on peut faire avec le son pour pouvoir éventuellement après coller des paroles. Parce que rappelons quand même que Heroes, tu as une face chanson normale chantée et une face quasi instrumentale. Mais ça, à la base, c'était pas prévu. Enfin, puisque du coup... je pense que si, parce qu'en plus, il y avait déjà le template de l'eau avant. Mais bon. Donc je pense qu'il voulait refaire ça encore sur un autre album. Tu crois, ce côté...
instrumentales, etc. Mais là encore, les instrumentaux de Low, quelque part, il ne faut pas oublier qu'ils sont là parce que c'est la musique qui avait été rejetée pour le film The Man Who Fell to Earth au départ. Et après, il en a fait d'autres pour Low. Mais au départ, Bowie avait été frustré que la musique... il avait vécu son rôle dans ce film de façon très intense. Ouais. Et il avait été frustré que la musique... même, peut-être. Je sais pas si c'est... Vraiment, je pense que c'est plus une question de frustration. Mais quelque part, à mon avis, il avait compris. Il avait compris que peut-être il avait pris son rôle dans ce film trop à cœur. Mais que du coup, cette musique avait un grand sens. Mais qu'elle était sans doute un peu trop... avant-gardiste pour la logique industrielle du cinéma. D'accord. Et du coup, il a très bien fait de se la réapproprier, comme de toute façon, le champion du monde de la réappropriation, c'est quand même David Bowie pour l'éternité, je pense. Alors du coup, comme on l'a dit, il vit à Berlin, donc il se retrouve un peu, en tout cas dans une ville qu'il ne maîtrise pas forcément. Je pense pas qu'il parle allemand, enfin bref. Non. Peu importe, enfin voilà. Donc en même temps, Berlin-Ouest à l'époque, c'est quand même une ville très très spéciale. Et en gros, c'est pas une connerie de dire que Heroes essaie de capturer un peu ce qui se passe, l'atmosphère de la guerre froide et symbolisé par le fait qu'ils vivent à Berlin et de ce Berlin, rappelons-le, quand même coupé en deux parce que son appartement est à deux pas du mur de Berlin. Oui, enfin Berlin est coupé en deux, mais en plus de ça, par-dessus le marché, Berlin-Ouest est une enclave occidentale au milieu d'un pays communiste, la RDA. Et lui c'est une question con, mais est-ce que lui peut passer de l'autre côté ? Est-ce qu'il y passe de l'autre côté ? Non, voilà, c'est ça, on est d'accord. Non, il peut pas. Il peut aller très facilement de Berlin-Ouest à la RFA. Mais il peut pas. Mais il peut très difficilement aller en RDA, etc. D'accord. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe à l'époque, quoi. Il faut quand même vraiment se rappeler ça. Alors, bien sûr, Kraftwerk, l'ombre de Kraftwerk plane sur son travail à cette époque-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le krautrock, d'où ça naît et tout ? C'est peut-être important pour essayer de comprendre un peu mieux. Enfin, moi, ça m'aiderait. C'est moi qui ai écouté 3 trucs de Kraftwerk, de Kraftwerk et donc de krautrock, hein, c'est mon seul exemple. Il y a Neuhu aussi, qui est important, mais à part ça, voilà, qu'est-ce qui fait que ça le bouleverse à ce point-là ? Enfin, le fait qu'il y vive, peut-être ? Et donc, du coup, que ça soit la musique non, pas seulement, parce que Bowie découvre ça au moment où il fait Young Americans, en fait. De toute façon, c'est un mec qui cherchait tout le temps, collection de disques incroyable. Et ça va être effectivement le déclencheur déjà de Fame, du rythme robotique de Fame, et ensuite, et surtout, de Station to Station. Donc, c'est effectivement, il y a tout dans la région de Düsseldorf, donc dans vraiment l'Allemagne la plus industrielle, il y a un mouvement qui se crée à la fin des années 60. Et donc, dans cette Europe, dans cette Allemagne, cette Europe continentale encore... très très sur les souvenirs de la guerre. Et puis l'Allemagne quand même, qui est un pays quand même très bizarre à l'époque, qui a une forte présence militaire des Américains, etc., et qui donc connaît et quelque part subit une influence culturelle américaine, mais en même temps a cette espèce de culpabilité par rapport à la guerre, ce questionnement, etc. Voilà, c'est pas du tout le même état d'esprit que les Anglais. Les Anglais qui ont un rapport relativement quelque part distant avec la guerre, quoi. Ils l'ont connue, mais en même temps, la guerre n'a pas eu lieu vraiment sur leur terrain, même s'ils en ont subi les à-côtés avec les tickets de rationnement alimentaire, etc., le Blitz évidemment, mais ils n'ont pas connu les invasions allemandes, ils n'ont pas ce que les Français ressentent, la douleur de l'occupation, ils n'ont pas ce que les Allemands ressentent, la culpabilité du nazisme, etc. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc c'est ça aussi qui permet aux Anglais, comme tous les rockers anglais des années 60, etc., et comme à David Bowie, de quelque part d'être aussi
je veux... Cool avec ça, quoi. Bah, cool, et surtout de faire de la musique commerciale de manière aussi innocente, et puis naturelle, quoi. Ouais, bah, on fait de la musique commerciale pour gagner des sous, etc. Et en fait, à partir du moment où le psychédélisme anglais est apparu dans les années 60 et où le rock a vraiment eu une importance dans les milieux universitaires, en Allemagne, ça a commencé à créer des vocations, etc. Et l'esprit tourmenté des étudiants allemands, donc, qui ont cette culture à la fois jeune, musicale, etc., comme tout le monde. Ouais, en Allemagne, le rock, c'est un truc super important, beaucoup plus que dans aucun pays européen, mis à part l'Angleterre, je veux dire, c'est des gros fans je veux dire, quand tu vois les listings de tournée des groupes, il y a 15 villes en Allemagne qui sont honorées, quoi. Oui, donc, oui, c'est vraiment important mais... pour les Allemands, mais c'est juste pour préciser, ouais. Surtout à l'époque, à la fin des années 60, avant tout, à la fin des années 60, vraiment l'Allemagne est encore un pays qui... et la jeunesse allemande, qui est quelque part la première jeunesse à être un petit peu vierge, entre guillemets, de l'influence du nazisme, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Cette jeunesse allemande-là est un petit peu perdue et tout ça, et c'est dans cette région industrielle que des choses très intéressantes vont commencer à se passer, et que il y a deux groupes principalement qui vont vraiment émerger. C'est le groupe Cannes qui va vraiment être le premier grand groupe extrêmement important à partir de la fin des années 60, qui va commencer à faire de la musique un peu psychédélique mais aussi répétitive. Si, quand même. Non, mais et un groupe qui va être plus psychédélique, ça va être le groupe Tangerine Dream à ce moment-là. Et effectivement, au moment où les premiers synthétiseurs arrivent, etc., ceux qui vont commencer à comprendre ça, c'est Kraftwerk qui, en plus, ont collaboré avec les membres de Neue avant. Donc Neue qui était vraiment, à partir de 70-71, vraiment un groupe qui base vraiment son rock sur de la répétition, sur des grandes plages de 10 minutes et tout ça. Et donc, effectivement, Kraftwerk avec son morceau... sans guitare, hein. Neue aussi, il y a de la guitare. D'accord, mais sur Kraftwerk. Mais Kraftwerk, effectivement, non. Ils vont, vraiment prendre le truc. Ils vont, de toute façon, leur morceau qui va les faire connaître, Autobahn. La traduction, c'est autoroute. Et donc, c'est un morceau qui parle uniquement de conduire une voiture sur une autoroute. Plus ou moins. Et c'est exactement ça, la révolution, quoi. C'est effectivement être sur des choses complètement basiques comme ça, mais rendre du basique complètement poétique. Et Kraftwerk, c'est ça aussi leur volonté, c'est que ils se mettent à faire de la musique avec les instruments de l'époque, en se disant qu'il n'y a pas encore eu assez d'innovation musicale avec ce qu'on a. Leur point de vue, c'est se dire... Jusqu'à présent, avec la musique au XXe siècle, on a essayé de faire du commerce. Nous, on va essayer d'en faire de l'art, vraiment de la haute sensibilité là-dessus. Et c'est de la performance quand même. C'est pas méchant de dire ça. Oui et non. En fait, non, parce qu'en fait, tout le monde va comprendre ça. Et tout vraiment, mais Autobahn va vraiment être un tube. Se vendre partout en Europe. Ah oui. D'accord. Autobahn va vraiment être un tube. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aussi Bowie, dans son mal-être à Los Angeles, parce que ça va pas, lui, va se mettre à peindre, et quelque part, à travers le krautrock, il va trouver le parfait élément pour compléter sa volonté artistique qu'il a eue, la libération qu'il a eue en se mettant à peindre. Il va trouver dans le krautrock une façon d'exprimer aussi ça au niveau musical, et c'est sans doute ça qui va légitimer le fait de placer ses instrumentaux dans Low et Hero. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il veut faire du kraut, mais qu'il garde le même groupe que sur Young Americans, donc c'est une espèce de groupe funky, et donc c'est là où ça devient un truc absolument incroyable. Parce qu'il comprend que c'est là où ça va être extrêmement intéressant, où il va pouvoir y mettre sa personnalité. Mais je pense aussi que ça va plaire à RCA d'avoir derrière un truc dansant qui peut aussi se vendre. Enfin, je dirais, il y a éventuellement, mais je crois qu'RCA, ils comprennent pas trop. Ils comprennent pas trop. Quand par exemple sur Heroes, je veux dire le single Heroes,
Heroes, qui va être le premier single de l'album, forcément va être un immense tube, un des plus grands tubes d'ailleurs de David Bowie, qui se retrouve sur cet album quand même hyper compliqué, que je pense peu de gens aujourd'hui se mettent la face B d'Heroes, enfin, sans porter préjudice à quoi que ce soit. Enfin, c'est un album compliqué, c'est pas l'album de David Bowie le plus facile d'accès. Tu m'accordes ça? Oui, bien sûr, c'est vrai, oui, effectivement, mais après, je pense quand même qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les Il y a ponts. de l'eau qui a coulé sur les ponts. Oui. Ouais. Bon, quand même, la musique ambiante est devenue quand même, il y a quand même un vrai public pour ça depuis Ouais. les années 90 et tout. Donc, Les je années pense... 90. Oui. Depuis les années quoi? Dans ce cas-là, j'ai pas compris. Non, mais effectivement, c'était très novateur dans les années 70, mais Ah oui, non, mais dans le d'accord. courant des années 90, la Non, mais musique oui, ambiante, d'accord. instrumentale comme ça est devenue Non, quand même maintenant, suffisamment... oui, mais à l'époque où quand ça sort, Ah bah à l'époque, oui, même c'est l'eau, un... je veux dire, bon, tu dis qu'ils n'ont pas fait de promo, etc. Je sais pas quel genre de vente, même si Sonic Vision a bien porté le disque. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu écoutes la première phase, donc qui est constituée uniquement de chansons, bah on est sur des musiciens de funk et sur des vraies chansons de David Bowie, quoi. Et que ça commence avec The Beauty and the Beast. Et c'est, enfin, je veux dire, voilà, moi je peux aller danser toute la nuit sur ce morceau-là, il n'y a pas de souci. Et ça fait quand même une approche du kraut, etc. Donc c'est hyper crossover, quoi. Donc c'est Bien quelque sûr. chose, c'est un ovni. Enfin, c'est-à-dire, cette musique n'existe pas. Bah oui. Et donc qu'est-ce qui, voilà, comment les gens le reçoivent, quoi. Enfin, on va peut-être pas parler de l'impact tout de suite, mais Bah, maintenant qu'on je a crois bien défini le crois qu'au contexte niveau de l'enregistrement, au niveau du milieu musical, puis faut quand même pas oublier que 77 c'est quand même aussi l'année du punk, quoi. ouais, bah justement, Et ouais. je crois vraiment que Est-ce que les punks aimaient Ah oui, Heroes? bah oui, évidemment. Je crois que tout le monde. D'accord. Heroes, c'est vraiment. Heroes permet aux gens qui n'avaient pas compris l'eau de le comprendre, je pense. D'accord, c'est pas mal. Et Et pas seulement à cause du morceau titre. bah, le morceau titre aide aussi, mais je pense que bah, de toute façon, notamment Joy Division, déjà ils avaient déjà adoré l'eau, mais de toute façon tu as un petit peu Joy Division avec Heroes. Ouais. Vraiment la voie qui vont suivre se situe vraiment là-dedans. À un autre opposé en termes de renommée à ce moment-là, John Lennon qui est à ce moment-là En train de faire du pain chez lui. en train de faire du pain chez lui est complètement bouleversé par l'album Heroes, quoi. Je suis pas sûr qu'il comprenne l'eau, mais à Heroes il a compris, quoi. Ouais, c'est ça. Et RCA qui publiera comme slogan There's old wave, there is new wave, and there is David Bowie. Oui. Donc c'est la première fois qu'on entend le terme de new wave quelque part. Sans doute. Enfin, à moins qu'il y ait un truc obscur. Oui, non, mais que vous sans allez doute. nous sortir, mais Sans doute, mais surtout pour Heroes, Bowie fait de la promo et surtout Bowie va partir Enfin, en Bowie, tournée. RCA, ouais. Non mais Ah oui, même lui. Bowie va faire des interviews, beaucoup d'interviews D'accord. pour Pas de Heroes. plateau télé. Bah si, il y a Michel Drucker, Ouais, en bah, c'est à France, ce moment-là. Hein. Ouais. Il y a le clip d'Heroes aussi qui est hyper connu finalement, Voilà, qui a été matraqué. évidemment, Ouais. évidemment. Même si c'est un plan fixe avec un costume bizarre Tout sur à fond fait. noir Bah, quasiment. il va aussi, dans le cadre de la promo, c'est très triste, mais il va faire l'émission Marc de Marc Bolan où ils vont faire un duo et Marc Juste, Bolan mourra 3 jours plus tard. Ouais, en voiture, un accident de voiture de Marc Wallan. Terrible. Alors, ce qui est marrant, c'est que en rachetant donc le disque, comme je l'ai dit au début de l'émission, on s'est aperçu que le deuxième couplet de la version française était chanté en français. Et l'édition allemande comporte une deuxième couplet chanté en allemand. Donc ça, c'est pourquoi il fait ça, tu le sais, toi c'est une question d'essayer de marketer le marché à la fois allemand, français, ou c'est juste une volonté de parler plusieurs langues enfin, Voilà, bah c'est difficile. Est-ce que c'est du marketing pur ou c'est vraiment Non, pas du tout. Non, c'est dur de dire ça. C'est dur de dire ça à l'heure du Brexit, mais en fait, Bowie avait vraiment une âme complètement européenne. Et en fait, il y a aussi un côté blague lié aux femmes qui explique ça. C'est que tout bêtement, il a donc principalement quand même fait, on parle beaucoup de Brian Eno, mais il a quand même principalement fait ce disque avec Tony Visconti, son vieux complice Tony Visconti. Ouais. Et notamment, ils se sont retrouvés... en fait, l'album a été enregistré, les instrumentaux, dans un premier temps,
avec Eno et tous les musiciens, etc. Mais ensuite, il y a eu 4 semaines de boulot supplémentaire où c'était juste Bowie et Tony Visconti. Alors tu crois qu'Eno et Fripp ont découvert l'album limite quand il est sorti, quoi? Ouais, c'est dingue. Exactement. C'est-à-dire qu'ils avaient les instrumentaux, ils les avaient joués, et Bowie a, autour de ça, brodé ses textes et tout. C'est ça. Et, donc, en fait, Bowie, juste pour finir de répondre à la question sur les langues, Bowie, quand Bowie et Visconti bossaient ensemble, sur les voix, donc les musiciens étaient tous partis, qui est-ce qu'ils avaient avec eux? Ils avaient Antonia Maas, qui est donc la chanteuse allemande, repérée par Tony Visconti, qui va faire les chœurs sur tout l'album et avec laquelle Tony Visconti va avoir une petite aventurette. Et c'est d'ailleurs, on connaît l'histoire, c'est d'ailleurs parce que ils étaient tous les trois en fait quand Bowie cherchait à écrire les paroles de Heroes et en fait Visconti arrêtait pas de draguer comme un maboule Antonia Maas pendant que Bowie réfléchissait à des paroles. Bowie leur dit ouais vous êtes un peu chiant, allez donc vous promener par là, etc. Et donc Tony Visconti et Antonia Maas sortent du studio Hansa, vont se promener et tout ça. Il se la pécho. Et à un moment donné, il lui colle un petit béco avec la proximité du mur. Et c'est en voyant cette scène-là que Bowie, ça inspire Bowie. Et qu'il écrit le couplet And we kissed by the wall, etc. D'accord. Machin. Et donc, bref, tout ça pour dire que Antonia Maas était donc plus ou moins la copine de Tony Visconti et était restée avec eux au moment où il faisait les voix. Et elle était allemande. Elle pouvait donc traduire les paroles en allemand. Et bien sûr, Bowie était toujours secondé, comme depuis 1973, par son assistante française, Coco Schwab, qui restait son assistante jusqu'à sa mort, et qui donc parlait français. Et donc, quelque part, en hommage à Coco, Bowie a proposé qu'il y ait une version française pour le public français. Et les dauphins savent nager. Voilà. Ils peuvent nager. Pas mal tout ça. Du coup, explique-nous un peu cette technique, parce que la production de voix est assez incroyable sur cet album, notamment sur cette chanson Heroes, et une technique à 3 micros là, dont on parlait un peu à l'apéritif avant d'enregistrer. Explique-nous un peu ça, la technique de Visconti qui consistait donc à brancher, à placer des micros à différents endroits du studio et à les utiliser selon l'intensité de chant. Enfin, si j'ai bien compris. En fait, je crois que Bowie avait encore, comme toujours, ses obsessions en termes de chanteurs, Jacques Brel et Scott Walker. Tiens. Et donc, il voulait bien sûr pour Heroes, quand il a vu la teneur que ça prenait, avoir un côté un peu solennel, un peu, etc. Et donc il explique ça à Visconti, et Visconti décide de procéder à une technique où il place 3 micros en fait, plus ou moins avec plus ou moins de distance par rapport à la bouche de David Bowie. Et en fait, il programme les micros les plus éloignés pour qu'ils ne s'ouvrent qu'à partir du moment où ils reçoivent un certain volume de voix. C'est-à-dire que quand il arrive là sur le 3e couplet et qu'il envoie, c'est l'effet que ça donne. On a les 3 micros qui sont ouverts, et comme ça, il peut bénéficier de toute l'ampleur. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir la voix extrêmement... parfois lofi et parfois très présente. C'est assez... Avec beaucoup d'ampleur, c'est assez incroyable d'ailleurs. Quand il attaque là, ce couplet, qui se met vraiment à chanter... qui fait une imitation de Scott Walker carrément, on peut le dire, et c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est le même groupe qui l'accompagnait déjà depuis la tournée 74 pardon. Donc le même groupe que la base rythmique, oui. Voilà, donc c'est-à-dire avec Carlos Alomar, George Murray et Dennis Davis. Et du coup, que dire donc de cette face B qui est quasiment instrumentale, sauf donc The Secret Life of Arabia, où là le disque reprend, la fin du disque reprend une pêche parce que Bowie revient. Il y a des voix, il y a des chœurs, mais c'est quasiment instrumental. C'est très très dur à appréhender pour le fan de Lynyrd Skynyrd à l'époque quand même. Pour opposer. Est-ce que là on est dans un disque de rock pur? Je suis pas non plus certain que Bowie pensait aux fans de Lynyrd Skynyrd avant tout quand il faisait ça. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est vraiment dans le rock? C'est une question un peu terre à terre, mais
c'est pas de la musique de film, mais c'est de la musique instrumentale, donc portée par un nom qui venait du glam rock, quoi, enfin ou du rock Mais même. c'est ça. Enfin, on passe de l'ère Mick Ronson, Guitar Hero à ça, quoi. Donc, est-ce que pour les fans de la première heure, est-ce qu'il a pas perdu des gens? Est-ce qu'il en a tiré de nouveaux? Bien sûr qu'il en a, bien sûr qu'il en a perdu. Je suis pas sûr qu'il en ait. Il en a peut-être gagné quelques-uns aussi. Peut-être ceux qui n'aimaient pas du tout Starman, quoi. Mais est-ce que c'est ou qui ne connaissaient pas, peut-être. Est-ce que c'était pas un public de niche quand même cette phase? Enfin, qui connaît ça, qui appréhende ça, qui aime ça, quoi? Mais on est très loin de ce qui... Je pense pas que c'est comme ça que la question se posait. Moi, je la pose comme ça. Non, mais ce qui est intéressant avec David Bowie, c'est que c'est David Bowie. Oui. Et que même à l'époque, c'est David Bowie. Et Bowie... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il est pas là pour attirer un nouveau public. David Bowie, en termes de personnalité publique, son mystère, l'attractivité qu'il peut produire va au-delà de la qualité de sa musique. C'est son personnage, etc. Et c'est quelque part ça que Bowie a cherché à construire. Et c'est ça qu'il a compris qu'il avait. Et il le déconstruit. Et c'est pas qu'il le déconstruit, c'est qu'il l'utilise pour en faire ce qu'il veut. Pour donner la main aux gens et leur dire quelque chose de compliqué qu'on n'a pas forcément vu. C'est pas forcément, ça peut vous plaire. Ouais. Et c'est ça qui est le truc fondamental de David Bowie. C'est avant tout, comme tu le disais, les gens à le suivre. Comme tu le disais, on commémorait sa disparition, mais ce qu'il faut retenir de son intervention, de sa démarche, c'est avant tout ça, c'est que il a mis son charisme, ce qu'il a longtemps, ce qu'il a durement réussi à créer comme charisme, comme impact médiatique, il l'a ensuite utilisé pour faire ce qu'il veut en fait. Pour faire ce qu'il veut, mais pour aussi amener les gens qui avaient été amenés à lui pour un côté plus pop, plus facile, pour aller un petit peu ailleurs. Et de la même manière que il y a ça dans sa démarche, mais il y a aussi ça témoigne de son expérience à Berlin. Mine de rien, tout Bowie qu'il est, il est paumé à Berlin, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà, il se retrouve dans un contexte où... Non, mais il sort d'un cas désespéré, quand même. Il était complètement désespéré à Los Angeles, une ville qu'il détestait, avec une mentalité qu'il détestait. Et puis son hygiène de vie était déplorable. Il a cherché... Oui, mais c'était aussi lié à ça. C'est parce que c'était une ville qui avait tout de repoussant pour lui, pour son éthique. Et c'est vrai que à Berlin, effectivement, une fois de plus... Vivre à Berlin lui permet de comprendre la complexité, la dureté de ce que la guerre a pu apporter. Et en même temps, il se retrouve dans une ville extrêmement cosmopolite, extrêmement qui cherche son identité, mais qui a une soif de vivre extrême, parce qu'une fois de plus, c'est une enclave au milieu de... Donc c'est une ville extrêmement stimulante pour lui. Et du coup... Ça lui donne la confiance pour venir créer ces espaces atmosphériques d'humeur. Alors, en fait, c'est ça le sens de ces instrumentaux, c'est les tranches d'humeur. C'est les tranches d'humeur. Alors lui, comment justement, parce que c'est des instrumentaux, lui, comment il arrive, il dirige les sessions. Parlons de musique un petit peu. Quand on écoute, donc je l'ai déjà dit, c'est des musiciens de funk qui essayent de répondre aux attentes de Bowie, qui veut créer une espèce de crowd-funk. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende. Il les dirige, il joue. Pour revoir un peu les crédits, évidemment, hein, il est multi-instrumentiste sur l'album. Hein, il joue des claviers, des guitares, du tambourin, des saxos, il produit. Mais il les dirige comment? C'est incroyable de se dire c'est des instrus et après je verrai ce que j'en fais, quoi. Oui, et puis il coupe.
Il coupe beaucoup Il aussi. monte, c'est-à-dire, tu veux dire, ouais. Exactement. Il procède. L'instrumental d'Heroes dure 3 heures et il arrive à en faire une version Oui, ramassée. ou alors bah, c'est. Je réécoutais récemment le musicien français dont j'ai oublié le nom, mais qui en fait joue la basse sur The Idiot de Iggy Pop, le musicien qui était à Aéroville en fait. C'est un ancien de Magma notamment. Ouais. Et il disait. Je vois, mais j'ai plus le nom non plus. Il disait typiquement que ce que Bowie lui a dit, notamment quand ils ont fait China Girl, c'est il jouait un truc à la basse et tout ça machin. Bowie lui dit ok, rejoue-moi ça, mais enlève 2 notes. Ouais. C'est ça en fait ce qu'il fait Bowie. Ah, il coupe. C'est qu'il coupe à la fois au montage après les trucs, mais aussi pendant. Il coupe aussi pendant. Donc il est chef d'orchestre quoi, voilà. je pense, pendant ces sessions. Voilà. Et Eno est là pour aussi lui introduire de la confusion là-dedans pour que vraiment les gens soient un peu perdus et qu'il joue comme il poussera les choses à l'extrême sur Lodger en faisant jouer des instruments différents à tous les musiciens, notamment sur Boys Keep Swinging où c'est Carlos Salomar qui joue de la batterie et où c'est Dennis Davis qui joue de la basse. Enfin, les mecs, ils étaient tellement pointus qu'ils pouvaient passer d'un instrument à l'autre. Enfin, non, mais c'est assez marrant, quoi. Donc, c'est vraiment une recherche. Et combien de temps ça prend? C'est assez rapide, les sessions, non? C'est très rapide, ouais. 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Donc, c'est encore... Ouais, putain, la vache. Je pense que c'est le maximum de temps qu'il faut pour enregistrer un bon disque. Donc, voilà. Et puis, donc, cette phase B qui était déjà prévue instrumentale pour pouvoir être dans la continuité de l'eau. Oui. Oui, mais où je pense que, contrairement à Low, déjà Low, une fois de plus, il y avait vraiment un mélange de choses qui avaient été composées pour la BO du film et du coup des instrumentaux, en fait, qui étaient des instrumentaux accidentels, parce qu'il y avait certains instrumentaux qui avaient été enregistrés comme ça, mais où Bowie pensait faire des paroles ensuite et où finalement il les a pas faites. Ouais. Alors que je pense que sur Heroes... Vito Schneider était censé être comme ça, Sense of Doubt aussi. Enfin, je pense que ça a été plus composé comme ça en fait. D'accord. Mais il savait déjà quel titre allait être. C'est plus calculé. Tu penses ? Oui, c'est plus calculé. C'est certainement beaucoup plus calculé sur Heroes que sur Low. Est-ce que c'est bootlegué ça un peu les sessions ? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de les Heroes tape. Moi qui suis vachement dans les boucles des bootlegs japonais, je vois jamais les sessions de tel album de Bowie. Je crois que ça a été nettoyé. C'est-à-dire que tu penses effacé quand tu dis nettoyé. Ouais, je crois pas que ça a été gardé. Même dans les archives de Bowie, il n'y a pas de... C'est difficile à dire, mais... on en découvre tous les jours, mais... De ce que je peux savoir, de ce que j'ai pu... t'as jamais trouvé de trucs Non, et puis mais j'en ai beaucoup discuté avec des spécialistes, avec des vrais spécialistes, etc. Et je crois qu'il y a vraiment pas grand-chose. Alors, du coup, comment justement RCA qui faisait la gueule, là, ils acceptent quand même de faire la promo, portée peut-être par ce single incroyable. Déjà, ils ont la chance que... déjà, Bowie fait la promo lui-même. Oui, donc ça tu l'as dit, ouais. C'est un peu différent. Et en plus de ça, Bowie va partir en tournée. Ouais. Après Heroes, c'est-à-dire qu'il a tourné en 76 pour le Isolar 2. Et le Isolar 2, avec l'apport d'ailleurs de... Adrian Belew. De Adrian Belew. Qui va venir. D'ailleurs, Fripp, ça sera son seul disque avec, son seul disque de la trilogie, je veux dire. Il reste pas sur Lodger, c'est Belew qui le remplace. C'est Belew, bien sûr, et par contre, il reviendra sur Scary Monsters. Donc, du coup, la tournée et tout arrive à porter un peu le disque, et du coup, en termes de vente, c'est comment ? C'est important ? Important, non, mais c'est. C'est honnête, quoi. Mais c'est honnête, oui. Ouais, c'est pas mal. Quand même, en Angleterre, ça se classe 3e, hein, mais oui. Là, je regarde en même temps. Je vais pas vous la faire à l'envers, je regarde, et donc voilà, donc du coup, la pochette. La pochette qui est donc une photo du japonais, comment il s'appelle ? Tsukita, exactement. C'est quoi l'inspiration en fait? C'est Eric Heckel? Oui, c'est parce que de toute façon Bowie est complètement obsédé par les expressionnistes allemands de toute façon, et c'est aussi en ça que Heroes est un album beaucoup plus expressionniste sur les chansons aussi, quoi, sur Beauty and the Beast, sur Blackout, etc. C'est un chant beaucoup plus expressionniste que les chansons de Low, qui elles étaient beaucoup plus
réactive et beaucoup plus les chansons d'une espèce d'animal pris sur le vif quoi. Il est beaucoup plus dans le contrôle sur Heroes, c'est ce que t'avais dit au départ, et il cherche vraiment à, et donc effectivement c'est vraiment l'expressionnisme allemand des années 20 qui va beaucoup l'inspirer. Et puis d'ailleurs c'est extrêmement amusant de comparer les pochettes, les photos de pochettes de Heroes et de The Idiot de Iggy Pop, où c'est quasiment des visages en miroir qui se répondent. Pochette des Russes qui s'est repris pour The Next Day et l'anti-héros. Peut-être, moi j'aime pas du tout la pochette de The Next Day. Je trouve ça complètement. Genre, si on m'avait envoyé ça, tiens, je te confie mon projet de pochette et qu'on m'avait envoyé un ancien de mes disques avec un bout de carton dessus, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là c'était pour rigoler. Je pense qu'on a été assez complet. Un album quand même pas facile à appréhender. Hein. Pour moi, c'est pas mon Bowie préféré, donc je suis content que tu en aies parlé avec autant de précision et tout. Et j'espère que ça vous aura donné envie de réécouter l'album dans son ensemble. J'espère que toi, tu trouves plus de plaisir maintenant. Bah oui, bien sûr, forcément, toujours. Moi, je suis dans la recherche permanente et j'espère qu'on vous l'a fait partager. Merci Benjamin et merci à bientôt Antoine. Pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire. On vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou nous retrouver aussi sur Radio Perfecto tous les jeudis pour des émissions hautes en couleur. On vous embrasse. On embrasse même Frédéric Marc pour la peine. À bientôt. Salut.